Voilà, donc bienvenue dans cette présentation qui est dans le cadre du flux data intégration et qui concerne le Click Replicate ou pour ceux qui connaissent la terminologie CDC, ça fait Change Data Capture, qui va permettre de faire la réplication en temps réel. Les interlocuteurs pour ce webinaire sont Thibaut Schmittlin. Bonjour. Bonjour Thibaut, qui est donc consultant en architecture cloud chez Isineo. Donc, il va faire la démonstration technique de ce webinaire. Et moi-même, Pascal Taureau, donc, qui suis responsable avant-vente sur les produits Click chez Isineo, donc depuis une dizaine d'années, puis la fondation en fait. Et voilà. Donc l'idée aujourd'hui, tout d'abord, c'est donc bien de focaliser sur la partie replicate de la solution d'intégration Click, donc qui fait partie du rachat par Click de la société Atunity en 2019. On vous parlera à plusieurs reprises du webinaire suivant qui sera sur Click Compose. Puisque bien entendu, c'est dans l'ordre, c'est d'abord le Click Replicate et Click Compose qui vont faire l'objet de la présentation. Donc, on y fera allusion à plusieurs reprises. Donc, dans l'offre Click, on a l'intégration de données, donc qui fait l'objet de la présentation du flux dans lequel vous êtes inscrit aujourd'hui, et l'analyse de données, qui est plus l'analyse, on va dire, un peu plus classique, enfin historique en tout cas, de Click, notamment avec ClickSense, ClickView, Imprinting et autres. Alors, Click aujourd'hui, comme vous le savez, toujours dans le cadran magique du Gartner, est toujours dans les leaders depuis maintenant 10 ans, présent dans une centaine de pays et plus de 50 000 clients. Donc la progression continue pour l'éditeur et avec on voit sur les présentations d'aujourd'hui notamment, une diversification forte sur la data. Donc Isineo, un petit rappel pour ceux qui n'auraient pas suivi les présentations de la journée. Donc on est premier revendeur Click France 2019. On a été toujours dans les 3 premiers revendeurs partenaires élite France depuis une dizaine d'années. Nous sommes donc à la certification maximale, à peu près 12 000 utilisateurs quotidiens pour environ 200 clients à la fois ClickView et ClickSense, principalement sur le territoire français, avec bien sûr quelques filiales à l'étranger, mais majoritairement en France. Donc les produits qui font juste un aperçu global, très rapide, puisque ce n'est pas l'objet de la présentation, mais que bien savoir où on se situe. Donc dans la partie gauche, c'est la Click Data Integration Platform avec Replicate et Compose qui font l'objet des présentations aujourd'hui. On a un petit aperçu de Click Data Catalyst, également nommé maintenant Click Catalog. Et sur les parties Data Analytics, vous retrouvez ce que vous connaissez majoritairement dans les applications Click, surtout bien entendu ClickSense, Imprinting, le petit dernier Click Alerting. Donc il y a un atelier en parallèle sur les nouveautés Click avec une présentation Click Alerting, même si vous n'avez pas pu y aller aujourd'hui, si ça vous intéresse de voir les nouveautés de manière assez synthétique, vous aurez accès aussi au replay de la présentation qui sont en parallèle. Et bien entendu, le CLIV Associative Big Data Index, on ne fera pas l'objet de présentation aujourd'hui, mais je vous invite à suivre les webinaires qu'on réalise fréquemment parce qu'il y a beaucoup de nouveautés sur QABDI et on suit ça de très près. Voilà, globalement. Sur la partie donc QDI et Click Data Integration qui nous intéresse, comme on l'a vu auparavant, on a 3 grandes familles de produits, Click Replicate, Compose et Catalogue. Donc, principalement orienté pour le premier, celui qu'on va voir sur la réplication de données, très orienté temps réel et surtout automatisé, simplification, vous en jugerez par vous-même. Click Compose qui est très orienté dataware, data lake, data warehouse et data mart et data lake, du coup. Un Click Catalogue qui est beaucoup plus orienté vers, qui est l'objet du rachat de société qui s'appelait Podium Data en 2019 par Click, qui fait du catalogage de données, notamment de QVD, qui permet de fiabiliser le self-service auprès des utilisateurs et d'en donner plus d'autonomie. Juste un mot sur Click Enterprise Manager.
Thibaut, je ne sais pas si tu montres ensuite cette Non, solution. ce sera pas montré dans la démo. Voilà. En gros, c'est un outil qui va vous permettre, si vous avez plusieurs serveurs Click Replicate ou Click Compose, bah d'ajouter une couche de gouvernance, une couche de gestion pour faciliter en fait si vous avez plusieurs dizaines voire centaines de tâches des réplications. Ça permet en fait de simplifier cette gestion là en fait. Très bien. Très bien. Donc maintenant, on va passer, je vais justement te donner la parole, du coup, puisqu'on va passer sur les parties architecture. C'est ça. Donc on va parler maintenant de l'architecture de la plateforme Click Data Intégration. Donc le gros carré violet que vous avez au milieu de la slide, c'est donc la plateforme Click Data Intégration. Et on va avoir la possibilité de s'interfacer avec plusieurs sources de données, que ce soit des bases de données transactionnelles classiques, des data warehouse, des fichiers plats, également des bases sur des mainframes, sur de l'application aussi, sur des applications SAP. Et on va se baser en fait sur une très large gamme de connecteurs. La plus large gamme de connecteurs d'ailleurs sur un outil de CDC sur le marché. Et on va pouvoir du coup faire plusieurs choses. Donc la première chose qui nous intéresse, c'est ce qu'on va voir maintenant dans cet atelier-là. C'est ce qu'on appelle la partie commit to commit. Donc c'est de la réplication de données en temps réel ou du CDC, Change Data Capture. Et ça va donc nous permettre de faire de la réplication d'une base de données source vers une base de données cible ou plusieurs sources vers une base de données cible. La liste qui est ici n'est pas exhaustive, on le verra tout à l'heure à la fin de la présentation sur toute la partie connecteur. Donc ça, c'est vraiment l'outil Click Replicate qui va nous permettre de faire ça. Et ensuite, il y a un autre outil que vous verrez donc dans l'atelier qui est juste après, qui s'appelle Click Compose et qui permet de faire donc, Compose est divisé en deux sous-produits, on va dire. Click Compose for Data Warehouse, qui va nous permettre de faire de l'automatisation de création de Data Warehouse et de création de Data Mart. Et ensuite, un autre sous-produit qui est Compose for Data Lake, qui lui va nous permettre de faire à peu près la même chose, mais version Data Lake. Donc automatisation de création de Data Lake et passer rapidement de raw data à des données exploitables dans une application de BI. Ensuite, Pascal mentionnait tout à l'heure Click Data Catalyst, qui a été renommé il y a quelques semaines en Click Catalog, qui est un outil qui permet de faire donc du catalogage de données, la mise à disposition des utilisateurs de données qui sont vérifiées, qui peuvent ensuite prendre et consommer dans n'importe quelle application. Donc là, on est complètement agnostique. De toute façon, les outils en fait de la stack data intégration sont complètement agnostiques. Donc bien évidemment, nous, dans l'atelier qui va suivre, on fera une présentation qui ira jusqu'à ClickSense, mais vous pouvez utiliser n'importe quel outil de BI derrière, ou alors utiliser la donnée pour faire du machine learning, de l'intelligence artificielle ou de la data science par exemple. Au niveau de Click Replicate, plus particulier, donc c'est la plateforme qui va nous permettre de faire du streaming de données en temps réel, Change Data Capture, donc de la réplication de données en temps réel. Et on va avoir la possibilité de faire ça de plusieurs façons, on va dire. Donc la base, ça va être de faire un traitement transactionnel. Donc en fait, on va appliquer les transactions dans l'ordre d'envoi à la source afin d'assurer en fait une intégrité stricte du côté des données qui seront dans la cible. Il y a également une partie optimisation pour le traitement par l'eau, c'est-à-dire que si par exemple vous avez dans votre base de données source, vous avez fait plusieurs updates sur le même champ, Replicate va être capable de détecter ça et d'optimiser en fait le traitement pour répercuter cette donnée dans la base de données cible. Ensuite, on a une optimisation pour les data warehouse, c'est-à-dire que la cible que vous allez choisir, donc via les connecteurs qui sont intégrés dans Replicate, on va être capable de, via les API natives et via des commandes natives en fait à exécuter sur votre cible, de garantir des performances qui sont optimisées pour la réplication de données. Et on peut également faire, pas forcément une réplication d'une base transactionnelle vers une autre base transactionnelle, vous pouvez également faire du streaming de données. Donc par exemple, répliquer les changements sur une base de données vers des systèmes de streaming de données tels que Apache Kafka, et ensuite intégrer derrière ce que vous avez besoin d'intégrer pour utiliser cette donnée. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire du transactionnel vers du transactionnel, vous avez également cette possibilité-là, et vous pouvez également faire
la réplication de bases de données transactionnelles vers du data warehouse. Ça, c'est ce qu'on verra dans l'atelier d'après, pour ensuite arriver jusqu'à construire complètement votre data warehouse et votre data mart. Mais pour l'instant, on va se concentrer uniquement sur vraiment les tâches de réplication. Donc si on rentre en détail dans Replicate, les principale fonctionnalité en fait de Replicate, c'est qu'on va être capable donc de faire on va avoir une configuration qui est rapide et non intrusive. Je vais vous montrer tout à l'heure, enfin vous le verrez dans la démo. L'objectif en fait, c'est de n'avoir à écrire bien évidemment aucun code. Vous avez une interface qui est totalement intuitive et qui va vous permettre de mettre en place cette réplication de données, et non intrusive dans le sens où vous n'avez aucun connecteur à installer sur la source. On va se baser en fait à chaque fois sur les logs de la source pour pouvoir répercuter les modifications sur la cible de manière moins intrusive possible, c'est-à-dire qu'on va être capable donc de faire de la réplication de données tout en vous laissant utiliser la base de données de production sans qu'il y ait aucun impact lié à cette réplication qui est en place. On a ensuite la possibilité donc de créer Replicate va s'occuper de créer le schéma de la base de données cible automatiquement. On va pouvoir faire du mapping de type de données hétérogènes, et du coup ça va vous permettre de faire une transition en fait de probablement des batchs que vous utiliseriez et qui seraient lancés toutes les nuits pour faire cette réplication de données à vraiment du CDC, donc Change Data Capture, qui va vous permettre d'avoir une notion vraiment de temps réel. Dès que vous aurez une modification dans la source, elle sera répercutée dans la cible. Replicate va également être capable de propager automatiquement des modifications de type DDL. Donc en fait, c'est des modifications lorsque vous allez par exemple ajouter une colonne sur une table. Replicate va être capable de le détecter et donc de faire la modification directement sur la cible. Si vous ajoutez carrément des tables dans la base de données que vous êtes en train de répliquer, vous avez des mécanismes d'inclusion qui peuvent être mis en place, je vous le montrerai tout à l'heure dans la démo, et qui du coup permettent automatiquement de prendre en compte également les modifications et de les appliquer sur la cible. Ensuite, très rapidement, donc vous avez la possibilité de faire des filtres, donc de choisir vraiment les tables que vous voulez répliquer, les champs que vous voulez répliquer, et vous pouvez faire un peu de transformation, je vous montrerai tout à l'heure, sur les champs que vous allez avoir besoin de répliquer donc vers votre base de données cible. Et donc, comme je le disais, le plus important, c'est donc de bien comprendre qu'on a un impact qui est réduit au minimum en fait sur la source, puisqu'on est basé sur les logs, sans agent, à part dans de rares cas sur du mainframe. Mais sinon, dans tout le reste des cas, il n'y a absolument aucun agent, et donc on minimise l'impact sur la base de données source pour que vous puissiez continuer à l'utiliser comme vous avez l'habitude de le faire. Ok. Je vais repasser maintenant la main à Pascal sur la partie DB2. Oui, très bien. Donc, on voulait également effectivement passer un tout petit peu plus de temps. On va expliquer en quelques mots les fonctionnements sur des bases DB2, parce que c'est relativement intéressant, notamment en fonction des volumétries, de la complexité souvent de réplication sur ce type de données, et qui fait partie intégrante de l'offre QDI de Qlik, et notamment de Replicate. Donc, le fonctionnement, vous voyez ici, il est symbolisé pour les bases DB2 sous la forme d'un driver IBM qui est installé sur le serveur Replicate, qui est symbolisé à la partie bleue foncé ici. Donc, dans une première partie, c'est ce qui est représenté par la flèche du bas. Il y a un full load qui est réalisé directement depuis les data via une interface DDF qui s'appelle Distribute Data Facility. On pousse les données vers la cible, mais pour le coup, en utilisant les drivers correspondants. Pour la suite, pour ce qu'on appelle le Change Data Capture, c'est-à-dire en fonction des évolutions des bases, on va à nouveau fonctionner sur la lecture des logs via ce qu'on appelle l'UDTF, User Data Table Function, qui est symbolisé ici dans la partie centrale à gauche de sa partie DB2, donc qui lui fait un call au module IFSID 306 pour la lecture des logs. Donc on est bien à nouveau, bien entendu, en fonctionnement sur la partie log, ce qui va permettre, comme l'a expliqué Thibaut juste avant, de fonctionner de manière relativement légère en termes d'impact sur les sources, et surtout d'avoir des possibilités d'analyse qui sont et de réplication de temps réel qui sont vraiment très utiles, très intéressantes pour ce type de données. Alors,
En complément, on va utiliser également une capture en mémoire. Pardon, j'ai pas fini Pardon, sur la partie DB2, qui va permettre d'envoyer en fait un résultat set vers le serveur répliqué. C'est-à-dire, l'idée c'est d'utiliser un tampon en fait et d'envoyer les données de manière à ce qu'il y ait des envois qui se fassent dès qu'il y a un volume intéressant de données. Ça, c'est paramétrable, bien sûr. Voilà. Donc là-dessus, si vous avez plus de questions, je vous invite à revenir vers nous. On pourra vous mettre en relation avec des spécialistes en matière de DB2. Donc effectivement, donc le deuxième point, c'est sur la partie SAP. On voulait juste vous expliquer en 2 mots comment ça fonctionne sur SAP. Donc, il faut savoir que ça fonctionne sur des bases CC, ANA, enfin sur Oracle, DB2 ou ANA. Donc le principe, c'est que on fonctionne sur une partie d'un connecteur certifié SAP, donc il va permettre d'attaquer toutes les tables, y compris tables cluster et autres. Mais qui va permettre également de regrouper les données par thème. Ça va simplifier énormément la partie table, liste des tables nécessaires à ramener en termes de réplication, même si vous les connaissez, tant mieux, mais il y a une assistance qui est même importante, y compris si vous devez rajouter vos tables Z, etc., vos exports. Et on va utiliser le RFC call basé sur également tous les logs et les fichiers des journaux de SAP pour faire la partie réplication via clic répliqué. Donc, on a une intégration complète à SAP sur un gros atout qui est l'analyse des logs, donc avec un impact très faible sur les capacités de production des serveurs sur lesquels le temps réel est mis en œuvre, et avec une réplication qui va donc pouvoir se faire véritablement sur des tables clés est nécessaire en temps réel, et donc ça c'est vraiment un point important, qui très souvent fait défaut dans ce genre de configuration, puisqu'on ne veut pas charger évidemment les serveurs de production en journée, et pourtant on a besoin des données très très souvent sur. Également important, c'est qu'en se basant sur les logs, on va pouvoir faire dans la partie DataWare des parties, c'est-à-dire de ce qu'on appelle dans DataVault des données à évolution rapide, enfin évolution lente ou rapide. Donc, qui seront expliqués dans le webinaire de Compose tout à l'heure. Et donc là, en se basant sur les logs, ça permet également d'avoir ce type d'information, de les mettre à jour, même si on n'a pas forcément cette information suivie dans SAP. Au final, on va pouvoir améliorer et enrichir la partie DataWare avec ce type d'information grâce au fonctionnement DataVault en fait qu'on vous verrez dans la présentation. Voilà, c'est tout. C'est pareil, hein, si vous avez besoin de plus de précision, et je vous invite à revenir vers nous sur ces parties de SAP. Ok, je vais passer maintenant du coup à la partie démonstration. Donc l'environnement de démo, c'est le suivant. On va partir en fait d'une base de données Oracle qu'on va répliquer sur un environnement qui est Snowflake. Donc on va utiliser Click Replicate. On va voir du coup comment configurer les tâches de réplication, comment réaliser un premier chargement initial complet, et ensuite avoir justement cette partie CDC d'activer pour que chaque modification sur notre source soit répercutée sur notre cible. Et je vous montrerai ensuite quelques fonctionnalités dans Click Replicate qui permettent de faire des transformations, des filtres, ce genre de choses. Et dans l'atelier qui suivra, on se basera sur ces données qu'on a répliquées dans notre environnement Snowflake pour ensuite construire sur Snowflake tout un data warehouse et un data mart, mais ça on le verra du coup dans l'atelier plus tard. Donc normalement vous voyez ici mon écran. Là on se retrouve donc sur l'interface qui est Click Replicate, dans laquelle vous pouvez du coup créer des tâches de réplication. Donc vous voyez que moi j'ai déjà plusieurs tâches de réplication, par exemple du DB2 vers du Redshift, du Oracle vers du Redshift, du Oracle vers du PostgreSQL, et celle-ci c'est du SQL Server vers du SQL Server. La façon dont ça se passe, la première chose à faire c'est de configurer ce qu'on va appeler dans Replicate des endpoint connections. Donc ça va être vos sources et vos cibles. Donc moi, ma source, ça va être une base Oracle, comme je vous l'ai dit. Donc c'est une base Oracle qui est sur Amazon RDS. Donc vous avez simplement à renseigner les paramètres de connexion et à configurer sur la base de données la partie logging forcément, sinon on va pas être capable de faire du CDC. Et moi, dans ce cas, je vais donc envoyer ça sur une base de données qui s'appelle QDI Oracle ici, qui est donc sur notre data warehouse dans notre environnement Snowflake.
une fois que les différents endpoints sont configurés, on va simplement créer une nouvelle tâche ici. Je vais lui laisser ce nom-là, c'est pas gênant. On a besoin de choisir si on veut faire de la réplication unidirectionnelle ou bidirectionnelle, donc on va laisser unidirectionnelle, et ensuite on a surtout 3 options à activer ou non. Donc si j'active uniquement le full load, ça va être simplement un chargement complet initial, mais sans CDC, donc les changements sur la source ne seront pas répliqués. Si je coche justement cette option Apply Change, là on va avoir une tâche en CDC qui va surveiller continuellement notre source. Et si je coche ensuite en plus l'option Store Changes, on va avoir dans notre cible des bases dans la base de données, on aura des tables qui sont suffixées _CT pour Change Tables, qui vont nous permettre en fait de traquer toutes les modifications qui sont faites sur la source. Donc je vais faire ça de toute façon, comme ça je pourrais vous montrer tout à l'heure ce qu'on a dans les tables Change Tables. Donc on va simplement activer donc les 3 options. On se retrouve donc sur cette interface-là et on va simplement dire que notre source ici, c'est l'endpoint Oracle RDS qu'on a défini tout à l'heure. Et en target ici, donc en cible, c'est notre environnement Snowflake avec notre base de données qui s'appelle QDI Oracle. Je vais passer rapidement sur les settings de la tâche de réplication. Donc ici, je vais simplement lui dire que je veux que les données répliquées soient répliquées dans un schéma qui s'appelle landing. Si je mets rien ici, il va créer automatiquement un schéma qui a le même nom que celui dans lequel se trouvent les données sur la source. Donc moi, dans Snowflake, j'aimerais bien que ça arrive dans un schéma qui s'appelle landing, donc j'ai juste à le mettre ici. Et je vais lui dire ici sur le full load de s'occuper de créer tout ce qui est primary key. Donc ici ensuite je vais pas changer plus d'options que ça. La deuxième chose que j'ai à faire qui est importante, c'est du coup forcément de choisir les tables que je vais répliquer. Donc ici on a les différents schémas de ma base de données source. Et donc c'est dans le schéma admin que j'ai les tables qui m'intéressent. Vous voyez qu'ici j'ai 12 tables. Je vais prendre toutes les tables, moi, donc je vais les passer toutes à droite. Donc toutes les tables ici sont les tables qui seront répliquées. Si je voulais pas les avoir toutes, je pourrais sélectionner ici uniquement certaines tables. Je peux également travailler sur des mécanismes d'inclusion, c'est-à-dire que si vous avez des tables qui sont préfixées ou suffixées par un certain préfixe, vous pouvez ajouter ce pattern d'inclusion ici. Et si demain vous ajoutez une nouvelle table dans la base de données, même si vous ne l'aviez pas sélectionnée ici au départ, elle sera automatiquement ajoutée grâce au pattern d'inclusion. Donc vous avez la possibilité comme ça d'avoir votre tâche qui continue à tourner sans avoir besoin de l'éditer. Donc moi je vais sélectionner mes 12 tables, je vais faire OK, donc les 12 tables apparaissent ici. À partir de ce moment-là, je pourrais déjà lancer la réplication et on aurait une réplication qui serait effective. Ce que je vais quand même vous montrer avant de faire ça, c'est qu'on a la possibilité de faire d'une part des transformations de type global, c'est-à-dire que je vais pouvoir par exemple renommer une table, renommer un champ, changer le type d'un champ dans ma destination. Par exemple, on a des systèmes cibles qui vont pas autoriser le nom des tables en majuscule ou ce genre de choses. Vous pouvez appliquer du coup des règles de transformation globale qui feront en sorte de justement renommer le nom d'une table, ou si vous voulez dans la destination ajouter un préfixe à la table, vous pouvez le faire en fait ici via des règles de transformation globale. Vous pouvez du coup également, comme je l'ai dit, convertir un certain type. Par exemple, si vous avez du int4 et vous voulez que ça passe dans du int8 sur la cible, vous pouvez le faire via ces règles-là. Et ensuite, donc ça c'est les règles de transformation globale. Vous pouvez également faire des règles de transformation plus locales, donc au niveau des tables. Si par exemple je prends ma table customer, donc je peux voir ici les informations de la table et je peux appliquer ici des transformations, c'est-à-dire que déjà je peux choisir les champs qui sont répliqués. Si je veux pas que tous les champs de la table soient répliqués, je peux m'en occuper ici et en enlever certains. Et par exemple ici, si je veux que ça ce soit du int4 en fait et pas du numérique, je peux faire le changement ici et du coup m'assurer que sur ma cible j'aurai bien le bon type de l'autre côté. Je peux également faire des petites transformations du genre, je ne sais pas si vous avez le nom si vous faites une réplication par exemple dans une base de données dans laquelle vous n'êtes pas censé conserver les vrais noms des clients ou des personnes si c'est des données sensibles, vous pouvez en fait ici via des opérations et des fonctions prédéfinies
par exemple hacher la valeur du champ pour que ce soit plus du tout quelque chose qui soit reconnaissable ou faire des modifications de ce genre-là. Donc il y a plusieurs fonctions. Vous pouvez également définir vous-même des fonctions ici, donc qui vont vous permettre de travailler sur les données et de faire de la transformation avant de lancer du coup la tâche de réplication. Donc moi je vais laisser ça du coup comme ça, et une fois que ça c'est fait, donc on va sauvegarder la tâche. Je vais vous montrer très rapidement ce que j'ai sur la partie Snowflake. Donc ça c'est ma base de données côté Snowflake. Si je rafraîchis ici, vous voyez que je suis dans l'onglet Tables ici et que j'ai absolument aucune table. Je vais donc lancer cette tâche de réplication, c'est du coup la réplication des données. À partir de ce moment-là, je vais être basculé vers un nouvel écran. Voilà, un écran qui me permet de monitorer l'avancement du chargement initial. Et donc, vous voyez que j'ai mes 12 tables qui sont en train d'être traitées ici. Alors, c'est une petite base de données. Je ne sais même pas exactement combien il y a. Il doit y avoir 2000 ou 3000 lignes. Si je vais ici dans la partie completed, vous voyez donc les tables qui avancent. Et donc là, vous voyez qu'on a mis à peu près 20 secondes donc, pour faire la réplication de ces données-là. Ma tâche est toujours, vous le voyez en haut, la petite flèche verte, ma tâche est toujours en running puisque du coup elle est en change processing. Et donc si je vais sur l'onglet change processing, ici, la tâche attend qu'il y ait des modifications dans la source pour que ce soit répercuté dans ma cible. Si je vous montre du coup ce que j'ai sur Snowflake actuellement, vous voyez donc que j'ai bien mes différentes tables qui ont été créées. Et vous voyez que j'ai des tables underscore CT, donc pour change tables, qui sont les tables dont je parlais tout à l'heure. Ce que je vais faire maintenant sur un autre écran qui n'est pas partagé, c'est que je vais ajouter des lignes en fait dans ma base de données Oracle. Mais vous allez vite voir ce qui va se passer ici. Donc là, je viens de lancer un script qui va faire quelques opérations sur ma base de données Oracle. Donc là, vous voyez que j'ai 113 opérations qui sont en attente. Et vous voyez donc en bas que j'ai notamment fait une modification sur le nom d'un client, que j'ai ici, j'ai un petit 1 dans la colonne DDL, donc ça veut dire que j'ai ajouté une colonne sur une des tables et que j'ai fait 107 updates dans cette table, et j'ai également ajouté 2 commandes en fait dans ma base de données. Et donc vous voyez ici le détail en termes d'update, d'insert et de changement DDL. Donc là vous voyez bien que j'ai ma tâche de réplication qui tourne et qui écoute bien ma source et qui permet de répliquer en temps réel sur ma cible. Si maintenant je vais par exemple, je retourne donc dans Snowflake, et je vais vous montrer du coup ce que j'ai dans la partie je vais vous montrer ici ce que j'ai dans la table Change Tables de Customer, puisque j'ai changé le nom d'un employé, enfin d'un client, pardon. Si je regarde ici ce que j'ai dans les tables Change Table, vous voyez que j'ai 2 lignes qui ont été ajoutées. Je vais juste agrandir un peu ici. Et vous voyez en fait une ligne avec marqué Before Image. Moi, j'ai changé le nom d'un client. Donc, vous voyez une ligne avec Before Image et le nom du client ici. Et vous voyez une ligne avec Update et donc son nouveau nom. Et du coup, dans les tables Change Tables, vous allez pouvoir comme ça traquer pour des raisons de compliance, RGPD ou autre. Si vous voulez avoir des mécanismes qui se basent ensuite là-dessus pour faire des traitements chez vous sur d'autres choses, ben vous pouvez en fait dans ces tables retrouver l'historique de toutes les modifications. Et nous, c'est ce qu'on utilisera notamment pour, dans l'atelier suivant, construire la partie Data Warehouse et la partie gestion des dimensions à évolution lente et tout ça. Ok, donc ici vous avez donc cette tâche de réplication qui tourne et qui est effective, qui n'impacte pas votre base de données source, et du coup vous avez cette partie-là qui est fonctionnelle. Je vais maintenant vous montrer, donc là on avait une base avec un petit volume. Je vais simplement vous montrer ce qui peut se passer sur une base avec un peu plus de volume. Donc je vais créer une autre tâche que je vais laisser uniquement en full load. Je vais me baser sur une base DB2. Je vais du coup prendre cette base DB2 là. Donc c'est une base dans laquelle on doit peut-être avoir 500 000 lignes. Donc c'est juste pour vous montrer un petit peu plus en termes de performance comment ça se présente. Donc je vais juste recréer très rapidement une tâche de réplication. Donc ici c'est pareil, je vais lui dire de mettre ça dans la zone de landing ici. Je vais juste vérifier si cette partie-là fonctionne bien. Ok. Je vais donc sélectionner mes tables.
Donc là, c'est de la même façon que tout à l'heure. Donc je vais choisir d'abord mon schéma. Donc je vais prendre le schéma Sales dans cette base de données. Je vais lister toutes les tables qui sont dans cette base. Donc il y en a 24. Je vais tout prendre. De toute façon, je ne vais pas m'embêter. Donc là, vous voyez tout ça. Je vais faire un save. Je vais faire du coup run. Donc vous voyez très rapidement la facilité à laquelle vous pouvez créer justement des tâches de réplication. Et donc là, on a un peu plus de volumétrie, donc c'est juste pour vous montrer. Tout à l'heure, on a mis à peu près 20 secondes, et c'était pas forcément parlant sur une base de données qui a 2000 lignes, puisque là, vous voyez que j'ai des tables avec, ici j'ai du 450 000 lignes, ici j'ai 130 000 lignes, et au final, ma tâche de réplication va mettre à peine plus de temps, puisqu'il y a toute la partie initialisation à prendre en compte. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer cette partie-là. Donc là, on n'est pas tout à fait terminé, mais là, vous voyez qu'en 22 secondes, donc j'ai répliqué une base de données DB2 vers Snowflake qui a à peu près 500-600 000 lignes. Voilà une dernière chose que je voulais vous montrer. Donc là, on a fait le tour sur les tâches de réplication. Ensuite, sur la partie serveur, vous avez la possibilité en fait de gérer des notifications. Donc vous pouvez ajouter des notifications. Par exemple, forcément, en cas d'erreur sur une tâche de réplication, vous pouvez être averti. Mais vous pouvez également être averti si votre serveur QDI dépasse un certain seuil en termes de mémoire, de CPU, si vous avez une tâche qui dépasse un certain seuil, si vous avez une trop grande latence dans une tâche de réplication, ce genre de choses, vous pouvez en fait créer des notifications ici. Et être averti. Et ensuite, une dernière subtilité, vous pouvez avoir plusieurs moteurs de réplication, moteur click replicate, liés au même serveur click replicate, puisqu'en fait l'interface que je vous montre ici, il faut voir ça comme une interface et derrière vous avez un moteur de réplication. Et ce moteur de réplication, vous pouvez en avoir plusieurs si vous avez d'énormes volumes de données à répliquer. Voilà, ensuite ça c'est juste une interface de management dans laquelle vous pouvez ensuite gérer les permissions, les utilisateurs, les logs, enfin la façon tout à fait classique. Donc j'en ai terminé pour la démo. Je vais simplement revenir maintenant sur la partie matrice de supportabilité. Donc je vous le disais en début de présentation, on vous le disait avec Pascal, les outils de la stack Qlik Data Intégration donc, sont agnostiques et ont un très large éventail de connecteurs. Donc vous allez pouvoir vous connecter sur des bases de données dans le cloud, des bases de données on-premise, comme dit, sur des applications de type SAP, sur des bases DB2, sur des mainframes, et vous allez pouvoir répliquer en fait les données sur à peu près les mêmes systèmes, c'est-à-dire on-prem, cloud, sur des data lakes, dans des data warehouse, sur du streaming de fichiers comme Apache Kafka, même sur des fichiers à plat. Donc l'intérêt, c'est pas de passer en revue tout ça, c'est simplement que vous puissiez l'avoir si vous téléchargez la présentation pour avoir une vue globale de ce qu'il est capable de faire sur Qlik Replicate. Mais voilà, c'est important de noter effectivement que cette couverture de connecteurs est un point très intéressant sur cet outil. Tu voulais ajouter quelque chose, Pascal ? Non, c'était effectivement cette partie qu'il faut souligner parce qu'en plus elle évolue au même rythme maintenant que les applications QlikSense, c'est-à-dire toutes les 10 semaines aujourd'hui il y a des nouveautés sur QDI et notamment sur le support des bases. Donc il y en a encore sur juin qui arrive. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est d'avoir un seul produit qui va être évolutif. Donc on le voit aujourd'hui chez les clients. L'idée, c'est que souvent on a besoin de replicate pour, on va dire, unifier certaines bases vers une autre, mais on n'est pas encore sûr que les targets futurs ce soit pas autre chose. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut très bien faire de la réplication sur du on-premise et se dire, par contre, il se peut que demain on aille sur Azure, sur des bases cloud qu'on ne connaît pas. La direction désire que demain on aille beaucoup plus vers ce type de support, mais on n'est pas prêt. On est sûr qu'avec un choix comme celui-là, on n'est pas enfermé sur un Google Cloud ou un Azure ou Amazon même. On a vraiment la possibilité de faire ça en plusieurs étapes. Voilà, c'est ça qui est important en fait, c'est de pas à faire un choix qui va vous contraindre plus tard soit à changer de solution, soit à vous diriger vers une solution que vous auriez peut-être économiquement pas voulu prendre ou pour d'autres raisons. Voilà. Ok,
N'hésitez pas du coup à nous suivre sur nos réseaux sociaux. On est très actifs en ce moment, de plus en plus sur LinkedIn, Twitter, YouTube. On a pas mal de vidéos qui sortent sur tous les nouveaux sujets qui peuvent vous intéresser. Donc n'hésitez pas à nous suivre là-dessus. Et puis on va conclure là-dessus. Merci à tous.